Ils ont tous franchi le seuil, mais aucun n'est jamais reparti. Voilà ce que les villageois murmurent, terrorisés, lorsqu'on évoque le manoir Valbonne. Été 1904, dans les collines brumeuses de Valbonne, Alpes-Maritimes, un mystère glaçant attend d'être dévoilé. Mais avant de plonger dans cette histoire terrifiante, dites-nous, d'où écoutez-vous cette histoire en ce moment? Commentez ci-dessous votre ville ou pays. Et si vous aimez les histoires vraies qui vous glacent le sang, abonnez-vous maintenant, car celle-ci va vous hanter longtemps après la fin. Oh, croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui se cache derrière les murs du manoir Valbonne. Le train à vapeur cracha un nuage de fumée noire alors qu'il s'arrêtait en grinçant à la petite gare de Valbonne. C'était le 14 juillet 1904, jour de fête nationale, mais l'atmosphère dans ce village perché des Alpes-Maritimes était tout sauf festive. Alexandre de Montclair, 28 ans, descendit du wagon en ajustant son chapeau haut de forme. Derrière lui, sa sœur cadette Hélène, 23 ans, scrutait les collines brumeuses avec une inquiétude palpable. « Tu sens cette odeur, Alexandre ?» demanda-t-elle en français, sa voix teintée d'appréhension. « C'est différent de Paris, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose. » Alexandre inspira profondément. L'odeur de cyprès anciens, mêlée à celle de la terre humide, emplissait ses narines. C'est la Provence, Hélène. Rien de plus. Ne laisse pas les histoires ridicules de grand-oncle Édouard te troubler. Mais au fond de lui, Alexandre ressentait la même oppression. Leur grand-oncle Édouard de Montclair était décédé 3 mois plus tôt dans des circonstances troubles, retrouvé mort dans son bureau du manoir, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Les médecins avaient conclu à une crise cardiaque, mais les rumeurs locales parlaient d'autre chose. Quelque chose de bien plus sinistre. Un fiacre noir les attendait, conduit par un homme âgé au visage buriné et aux yeux fuyants. « Monsieur et mademoiselle de Montclair ?» grogna-t-il sans les regarder vraiment. « Je suis Gustave, je vais vous conduire au manoir. » Le trajet dura 20 minutes, à travers des chemins de terre étroits, bordés de chênes tordus. Aucun villageois ne les salua. Les fenêtres des maisons se fermaient sur leur passage, comme si leur simple présence était un présage de malheur. Hélène serra le bras de son frère. « Alexandre, regarde, personne ne nous regarde. Il se cache. » « Superstition campagnarde, marmonna Alexandre, mais sa mâchoire était crispée. Puis, au détour d'un virage, il apparut, le manoir Valbonne, imposant, sombre, presque menaçant. La bâtisse de 3 étages en pierre grise se dressait au sommet d'une colline isolée, entourée de jardins abandonnés où les mauvaises herbes avaient depuis longtemps pris le dessus. Des cyprès noirs flanquaient l'allée principale comme des sentinelles funèbres. Les volets en bois étaient fermés à toutes les fenêtres, donnant à la façade l'apparence d'un visage aux yeux bandés. Le fiacre s'arrêta brusquement à 50 mètres de l'entrée principale. Gustave refusa d'aller plus loin. « Je ne vais pas plus près, dit-il d'une voix rauque. Vous trouverez Madame Berger à l'intérieur. Elle est la gouvernante. Bonne chance, vous en aurez besoin. » Avant qu'Alexandre puisse protester, Gustave fit claquer les rênes et le fiacre disparut dans un nuage de poussière. Les 2 héritiers se retrouvèrent seuls face au manoir silencieux. Ils avancèrent lentement vers la grande porte en chêne massif, leurs pas résonnant sur les pavés anciens. La température avait chuté de plusieurs degrés, malgré le soleil d'été. Une sensation glaciale rampait le long de leur échine. Alexandre saisit le heurtoir en bronze, une tête de lion grimaçante, et frappa 3 coups. Le son se répercuta à l'intérieur, comme dans une cathédrale vide. Silence. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. La porte s'ouvrit enfin dans un grincement lugubre. Une femme d'environ 50 ans apparut, vêtue d'une robe noire, stricte, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère. Ses yeux bleus étaient perçants, presque accusateurs. « Madame Berger ?» demanda Alexandre. « Oui. Vous êtes en retard, » répondit-elle sèchement. « Entrez rapidement, on ne reste pas sur le seuil. » Elle s'écarta pour les laisser passer, jetant un regard nerveux vers les collines environnantes, comme si quelque chose pouvait surgir à tout moment. L'intérieur du manoir était aussi oppressant que l'extérieur.
Le hall d'entrée était vaste mais sombre, éclairé seulement par quelques bougies. Des portraits de famille tapissaient les murs, des dizaines de visages aux expressions sévères qui semblaient suivre chaque mouvement. Un escalier monumental en marbre s'élevait vers les étages supérieurs disparaissant dans l'obscurité. « Votre grand-oncle est mort dans son bureau au 2e étage », annonça Madame Berger sans préambule. « Personne n'y est entré depuis. J'ai verrouillé la pièce comme le notaire me l'a demandé. »« Pourquoi verrouiller une simple pièce ?» interrogea Hélène, troublée. Madame Berger la fixa avec une intensité dérangeante. « Parce que certaines choses doivent rester enfermées, mademoiselle. Votre grand-oncle le savait. Maintenant, c'est votre fardeau. » Alexandre fronça les sourcils. « Notre fardeau? Que voulez-vous dire ?» La gouvernante tourna les talons. « Vos chambres sont au 1er étage. Le dîner sera servi à 19 heures. Je vous conseille de ne pas explorer le manoir ce soir. Attendez demain, à la lumière du jour. »« Attendez !» lança Alexandre. « Où sont les autres domestiques? Ce manoir ne peut être entretenu par une seule personne. » Madame Berger s'arrêta au pied de l'escalier sans se retourner. Sa voix devint un murmure glacial. « Ils sont tous partis, monsieur. Tous. Je suis la seule restée. Et je me demande chaque jour pourquoi je n'ai pas fui moi aussi. » Elle monta les marches et disparut dans l'obscurité du 1er étage. Les 2 héritiers échangèrent un regard inquiet. Le silence du manoir était écrasant, perturbé seulement par le tic-tac lointain d'une horloge invisible. « Alexandre, » chuchota Hélène, « j'ai un très mauvais pressentiment. Peut-être devrions-nous vendre cette propriété immédiatement et rentrer à Paris. » Son frère serra sa main dans la sienne. « Nous sommes venus jusqu'ici. Donnons-nous au moins quelques jours pour comprendre ce qui se passe vraiment. Les rumeurs sont souvent exagérées. » Mais alors qu'ils montaient l'escalier vers leur chambre, Alexandre entendit un son qui lui glaça le sang. C'était faible, presque imperceptible, mais distinct. Des pas lents et réguliers venaient du 2e étage. Des pas qui marchaient, puis s'arrêtaient brusquement devant une porte, la porte du bureau de leur grand-oncle. Alexandre se figea, le cœur battant. « Tu as entendu ça ?» Hélène était pâle comme un linge. « Oui, quelqu'un marche là-haut. » Ils tendirent l'oreille. Silence complet. Puis, soudainement, 3 coups sourds résonnèrent depuis l'étage supérieur. 3 coups frappés de l'intérieur d'une pièce verrouillée. La nuit tombait sur le manoir Valbonne, et déjà les murs semblaient murmurer leurs secrets terrifiants. Alexandre et Hélène venaient de franchir le seuil de l'horreur, et peut-être ne reviendraient-ils jamais à la vie qu'ils connaissaient. La première nuit au manoir Valbonne fut une épreuve de nerfs pour les 2 héritiers. Alexandre avait à peine fermé l'œil, sursautant à chaque craquement du bois ancien, à chaque souffle de vent contre les volets. Hélène, dans la chambre adjacente, avait entendu ces mêmes pas toute la nuit, lents, méthodiques, comme si quelqu'un arpentait inlassablement les couloirs du 2e étage. Au petit matin, épuisés mais déterminés, ils se retrouvèrent dans la salle à manger. Madame Berger avait préparé un petit déjeuner frugal, du pain noir, du fromage de chèvre et du café amer. Elle-même semblait encore plus tendue que la veille, jetant des regards nerveux vers les fenêtres. « Madame Berger, » commença Alexandre en posant fermement sa tasse, « nous avons entendu des bruits cette nuit. Des pas au 2e étage. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ce manoir ?» La gouvernante évita son regard. « Le manoir est vieux, monsieur. Le bois travaille, les fondations bougent, c'est tout. »« Non, » intervint Hélène d'une voix tremblante mais ferme. « Ce n'était pas le bois qui travaillait. C'étaient des pas. Quelqu'un marchait. Et puis ces 3 coups, comme si on frappait de l'intérieur du bureau. » Le visage de Madame Berger se ferma complètement. « Je vous ai dit de ne pas explorer le manoir la nuit. Si vous entendiez quelque chose, vous auriez dû rester dans vos chambres et attendre l'aube. »« Mais pourquoi ?» insista Alexandre, frustré. « Qu'est-ce qui se cache dans ce manoir? Pourquoi tous les domestiques sont-ils partis ?» La gouvernante se leva brusquement, les mains tremblantes. « Parce qu'ils ont disparu, monsieur de Montclair. Ils n'ont pas démissionné, ils ont disparu. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Hélène porta une main à sa bouche, horrifiée. « Disparu !»
Comment? Articula difficilement Alexandre. Madame Berger s'approcha de la fenêtre, le dos tourné, comme si elle ne pouvait supporter de les regarder en face. Le premier a été François, le jardinier. Il y a 6 mois, il était allé tailler les haies près du mur est. On a retrouvé ses outils sur le sol, mais lui, évaporé. Ensuite, Marie, la femme de chambre, elle montait du linge au 2e étage. On a entendu un cri, puis plus rien. Quand on est monté, le couloir était vide, le panier de linge renversé par terre. Hélène sentit ses jambes flageoler. Mon Dieu! Et la police? La police est venue, bien sûr, répondit amèrement Madame Berger. Ils ont fouillé chaque recoin, interrogé tout le village. Rien, aucune trace, aucun corps, comme s'ils s'étaient volatilisés. 3 autres domestiques ont disparu dans les 2 mois qui ont suivi, toujours de la même manière, un instant présent, l'instant d'après, parti. Alexandre se leva, bouleversé. Et mon grand-oncle? Il savait? Votre grand-oncle savait parfaitement, cracha presque la gouvernante. C'est même pour ça qu'il est mort. Il cherchait à comprendre. Il passait des nuits entières dans son bureau, à consulter de vieux documents, à griffonner dans ses carnets. Et puis un matin, je l'ai trouvé mort, le visage figé dans la terreur. Hélène se tourna vers son frère, les larmes aux yeux. « Alexandre, nous devons partir. » Immédiatement. Mais Alexandre secoua la tête. « Non, si des gens ont disparu, nous devons comprendre pourquoi. Nous leur devons au moins ça. » Madame Berger se retourna brusquement, le visage livide. « Vous ne comprenez pas, monsieur. Le manoir ne laisse pas partir ceux qui cherchent ses secrets. C'est comme s'il les prenait. »« Les prenait ?» répéta Alexandre, incrédule. « Les manoirs ne prennent pas les gens, madame. Il y a forcément une explication rationnelle. »« Rationnelle ?» Un rire amer échappa à la gouvernante. « Il n'y a rien de rationnel dans ce qui se passe ici. Votre grand-oncle a découvert quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devait pas être réveillé. » Alexandre s'approcha d'elle. « Alors, montrez-moi son bureau, montrez-moi ce qu'il a trouvé. » Madame Berger recula, terrifiée. « Non, je vous l'ai dit, cette porte doit rester verrouillée. »« Pourquoi ?» insista Alexandre. « Que craignez-vous vraiment ?» La gouvernante sembla sur le point de s'effondrer. « Parce que la dernière personne qui a disparu, c'était juste après que votre grand-oncle a ouvert quelque chose dans ce bureau. Un coffre ancien. Et le lendemain, Henri, le majordome, a franchi le seuil de cette pièce pour y faire le ménage. Il n'en est jamais ressorti. » Hélène suffoquait presque. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Comment aurait-il pu... « Justement, » murmura Madame Berger, les yeux emplis de larmes. « La porte était verrouillée de l'extérieur quand nous l'avons ouverte. 2 heures plus tard, la pièce était vide. Henri s'était volatilisé. » Alexandre sentit un frisson glacial parcourir son échine. C'était impossible, absolument impossible, et pourtant la sincérité dans les yeux de Madame Berger était indéniable. Elle croyait chaque mot de ce qu'elle disait. « Montrez-moi ce bureau », ordonna-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. « Maintenant ». Madame Berger secoua la tête, désespérée. « Si vous entrez dans cette pièce, monsieur de Montclair, vous ne serez plus jamais le même. Le manoir vous marquera, comme il a marqué tous les autres. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» s'impatienta Alexandre. La gouvernante sortit lentement une clé de sa poche, une grosse clé en fer forgé qui semblait centenaire. « Cela signifie que ceux qui entrent dans le cœur du manoir Valbonne ne reviennent jamais vraiment. Oh, leur corps peut en sortir, mais leur esprit reste prisonnier à jamais. » Elle tendit la clé à Alexandre d'une main tremblante. « Si vous voulez vraiment savoir, suivez-moi, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Les 3 personnes montèrent l'escalier en silence. Chaque marche grinçait sous leurs pas. L'air se faisait plus froid à mesure qu'ils approchaient du 2e étage. Hélène serrait le bras de son frère si fort qu'elle lui faisait mal. Mais il ne protesta pas. Ils arrivèrent enfin devant une porte imposante en bois sombre, ornée de sculptures complexes représentant des scènes étranges, des silhouettes humaines entrelacées dans ce qui ressemblait à une danse macabre.
Une lourde chaîne et un cadenas supplémentaire avaient été ajoutés au verrou d'origine. Votre grand-oncle a fait installer cette chaîne 3 jours avant sa mort, expliqua Madame Berger en défaisant le cadenas. Il disait qu'il fallait empêcher que ça sorte. Que quoi sorte? Demanda Hélène, la voix brisée par la peur. Il ne l'a jamais dit. La porte s'ouvrit enfin dans un grincement sinistre. Une odeur de renfermé et de vieux papier les assaillit. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, les volets fermés ne laissant passer que de minces raies de lumière. Madame Berger alluma une lampe à huile. Le bureau apparut progressivement dans la lueur vacillante. C'était une vaste pièce encombrée de livres anciens, de documents éparpillés, de cartes jaunies punaisées au mur. Au centre trônait un imposant bureau en acajou couvert de carnets noircis d'une écriture frénétique. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Alexandre fut le mur du fond, entièrement recouvert de photographies, des dizaines de photographies de personnes qu'il ne connaissait pas. Sous chaque photo, une date et un mot. Disparu. Mon Dieu, souffla-t-il. Mais tous ces gens, tous ceux qui ont franchi le seuil du manoir Valbonne au cours des 50 dernières années, confirma Madame Berger d'une voix morte. Votre grand-oncle a passé les derniers mois de sa vie à reconstituer leur histoire. Hélène s'approcha du bureau et saisit un des carnets. L'écriture de leur grand-oncle était devenue de plus en plus illisible au fil des pages, comme si sa santé mentale s'était détériorée. Elle lut à voix haute, tremblante. 15 juin 1904. Il ne s'agit pas de meurtre. Les corps ne sont nulle part. C'est le manoir lui-même. Il les prend. Il les absorbe. Pourquoi? Pourquoi? J'ai trouvé le coffre dans la cave. Les documents à l'intérieur parlent d'un pacte. Un pacte signé en 1654 par Augustin de Montclerc. Mon ancêtre, notre ancêtre, que Dieu me pardonne. Alexandre sentit son sang se glacer. Un pacte? Quel genre de pacte? Il continua à feuilleter fébrileusement les carnets, cherchant des réponses. Une page attira son attention, couverte d'un schéma complexe du manoir avec des annotations. Les disparitions suivent un schéma, toujours dans certaines pièces, toujours à certaines heures, comme si le manoir lui-même était vivant, comme s'il attendait, choisissait, prenait. Soudain, un bruit sourd résonna depuis le couloir. Les 3 personnes se figèrent. C'était le son d'une porte qui se ferme, lentement, délibérément. Alexandre se précipita hors du bureau. Le couloir était vide, mais la porte de la chambre d'Hélène, qu'ils avaient laissée ouverte, était maintenant fermée. Il courut et essaya de l'ouvrir, verrouillée de l'intérieur. « C'est impossible, murmura-t-il. Nous sommes tous ici. Personne n'est dans cette chambre. » Madame Berger était livide. « Ça a commencé. Le manoir sait que vous cherchez. Il ne vous laissera pas partir maintenant. » Puis, avec une lenteur terrifiante, la poignée de la chambre d'Hélène commença à tourner de l'intérieur. Une fois, 2 fois, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de sortir. Alexandre recula instinctivement, plaçant Hélène derrière lui. La poignée de la porte cessa de bouger aussi brusquement qu'elle avait commencé. Un silence de mort s'abattit sur le couloir. Seule la respiration haletante des 3 personnes troublait ce calme oppressant. « Qui est là-dedans » cria Alexandre, tentant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « Montrez-vous » Aucune réponse. Juste un silence lourd, presque vivant. Madame Berger saisit le bras d'Alexandre avec une force surprenante. « Ne restez pas ici. Nous devons descendre. Maintenant. » Ils dévalèrent l'escalier, poursuivis par une sensation de présence oppressante. Une fois au rez-de-chaussée, Alexandre verrouilla la porte menant aux étages supérieurs, comme si cela pouvait offrir une quelconque protection contre ce qui se tramait dans ce manoir. « Expliquez-moi tout », exigea-t-il, le visage rouge de colère et de peur. « Depuis le début, qui était Augustin de Montclerc? Quel pacte a-t-il signé en 1654 ?» Madame Berger s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. « Je ne connais pas tous les détails. Votre grand-oncle était obsédé par cette histoire, mais il ne m'a jamais tout révélé. Ce que je sais, c'est qu'Augustin de Montclerc a construit ce manoir en 1654 pendant une période sombre de l'histoire française. Une période de peste, de famine, de désespoir. » Elle se leva péniblement,
et se dirigea vers une bibliothèque poussiéreuse dans un coin du salon. Après quelques instants de recherche, elle en extirpa un vieux registre relié de cuir craquelé. « Votre grand-oncle m'a montré ceci avant de mourir. C'est le registre familial des Montclair. » Alexandre ouvrit le registre avec précaution. Les pages jaunies craquaient sous ses doigts. Il arriva rapidement à l'année 1654. Une longue entrée était rédigée d'une écriture élégante mais tremblante. « Par ce document, moi, Augustin de Montclair, seigneur de Valbonne, atteste avoir conclu un accord solennel pour la prospérité éternelle de ma lignée. En échange de richesses inépuisables, de pouvoir et d'influence, j'offre ce qui est demandé. Que chaque génération honore ce pacte sous peine de voir la malédiction s'abattre sur tous les Montclair. Que le manoir Valbonne soit le gardien de cet engagement. » Hélène lut par-dessus l'épaule de son frère, incrédule. Un pacte pour la richesse? C'est absurde. Ce sont des superstitions d'un autre âge. Mais Alexandre n'était pas convaincu. Et pourtant, les Montclair sont restés l'une des familles les plus riches de France pendant 3 siècles. Jamais de faillite, jamais de déclin. Même pendant la Révolution, notre famille a survécu intacte. Comment est-ce possible? Madame Berger referma le registre avec force. Parce que le pacte a été honoré, monsieur de Montclair. À chaque génération, quelqu'un disparaissait dans ce manoir. Un visiteur, un domestique, parfois même un membre de la famille, toujours sans laisser de traces. Votre grand-oncle a passé des années à documenter ces disparitions, 50 personnes en 300 ans, une tous les 6 ans environ. Alexandre sentit son estomac se nouer. « Vous êtes en train de dire que ma famille sacrifiait des gens? Je dis que votre famille avait un secret, répondit la gouvernante d'une voix éteinte. Un secret que votre grand-oncle a voulu briser. Et regardez ce qui lui est arrivé. » Hélène s'agrippa à son frère, tremblante. « Alexandre, nous devons fuir. Tout de suite. Quittons ce manoir et ne revenons jamais. » Mais Alexandre secoua la tête, le regard fixé sur le registre. « Non. Si ce que dit Madame Berger est vrai, alors nous sommes les derniers Montclair. Si nous fuyons, qui sait ce qui pourrait arriver? Et si ce pacte poursuit notre lignée au-delà de ces murs? Alors, que suggères-tu » demanda Hélène au bord de l'hystérie. « Je suggère que nous trouvions ce coffre dans la cave, celui que notre grand-oncle a mentionné dans ses notes. S'il y a des documents dedans, peut-être trouverons-nous un moyen de mettre fin à tout cela. » Madame Berger se leva brusquement. « La cave? Vous êtes fou! Personne n'est descendu dans la cave depuis la mort de votre grand-oncle. »« Justement, » répliqua Alexandre, « c'est là que se trouvent les réponses. » La gouvernante les regarda tous les deux, désespérée. « Si vous descendez là-bas, je ne vous suivrai pas. Je refuse de mettre un pied dans cet endroit maudit. Nous n'avons pas besoin de vous, » dit froidement Alexandre. « Donnez-moi simplement la clé de la cave. » Après un long silence, Madame Berger sortit un trousseau de clés de sa poche et en détacha une petite et rouillée. « Que Dieu ait pitié de vos âmes. » Alexandre prit la clé et saisit une lampe à huile. Hélène le suivit, pâle mais déterminée. Ils traversèrent le hall principal jusqu'à une porte discrète sous l'escalier. La porte de la cave. Alexandre inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec difficulté, libérant un déclic métallique sinistre. La porte s'ouvrit sur un escalier en pierre descendant dans l'obscurité totale. Une bouffée d'air froid et humide leur fouetta le visage, portant une odeur de terre et de quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose de vieux, de très vieux. « Alexandre !» chuchota Hélène. « J'ai peur. »« Moi aussi !» admit son frère. « Mais nous devons savoir. » Ils descendirent lentement les marches de pierre usées par le temps. La lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs suintants d'humidité. Plus ils descendaient, plus la température chutait. Leur souffle formait de petits nuages de vapeur. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent le sol de la cave. C'était une vaste salle voûtée aux dimensions impressionnantes, soutenue par de massifs piliers en pierre. Des tonneaux de vin poussiéreux s'alignaient contre un mur. Des caisses en bois empilées recouvraient un autre.
Mais ce qui attira immédiatement leur attention fut le fond de la cave. Là, gravé directement dans le mur de pierre, se trouvait un symbole étrange, un cercle entouré de lignes courbes formant un motif complexe et hypnotique. Et devant ce symbole, posé sur une table en pierre qui ressemblait à un autel, se trouvait un coffre en fer noir. Alexandre s'approcha lentement, le cœur battant. Le coffre était ancien, très ancien, couvert de symboles similaires à ceux gravés dans le mur. Il n'avait pas de serrure visible, mais une inscription en latin était gravée sur le couvercle. « Peux-tu lire le latin » demanda Alexandre à sa sœur. Hélène s'approcha, plissant les yeux dans la faible lumière. « Qui apertume, pretium solvere debet, celui qui ouvre doit payer le prix. » Un silence de mort s'installa. Alexandre tendit la main vers le coffre, hésitant. « Alexandre, non !» cria Hélène. « Tu ne sais pas ce qui va se passer !» Mais il était trop tard. Les doigts d'Alexandre touchèrent le couvercle froid du coffre. Instantanément, un déclic métallique résonna dans toute la cave. Le couvercle s'ouvrit lentement, comme mu par une force invisible. À l'intérieur, pas d'or, pas de trésor, seulement des documents. Des parchemins jaunis, des lettres cachetées, et au centre, un livre relié de cuir noir dont la couverture portait le même symbole que celui gravé dans le mur. Alexandre saisit le livre avec précaution. Dès qu'il le toucha, une sensation glaciale parcourut son bras, comme si le livre lui-même était vivant. Il l'ouvrit à la première page. L'écriture était la même que celle du registre familial, celle d'Augustin de Montclerc. « Journal de famille », lut Alexandre à voix haute. « Commencé en l'an de grâce 1654, par moi, Augustin de Montclerc, afin que mes descendants comprennent la nature du pacte qui les lie. » Il tourna la page, les mains tremblantes. Ce qu'il lut le fit pâlir. La peste a ravagé ma famille, ma femme, mes 3 enfants, tous emportés en l'espace d'1 semaine. Je n'avais plus rien, plus d'héritier, plus d'avenir. Dans mon désespoir, j'ai consulté les anciennes connaissances, les savoirs interdits, transmis en secret dans certaines lignées nobles. J'ai découvert qu'il existait un moyen de garantir la prospérité éternelle de ma maison. Un moyen ancien, datant d'avant le Christ, pratiqué par les Romains eux-mêmes dans cette région. Hélène lisait par-dessus son épaule, horrifiée. « Alexandre, arrête! Je ne veux pas en savoir plus. » Mais Alexandre continua, comme hypnotisé par les mots. Le rituel exigeait la construction d'une demeure sur un lieu précis, une intersection de forces anciennes que les druides celtes connaissaient déjà. Ce manoir devait devenir un pont entre notre monde et autre chose, en échange de sacrifices réguliers, des âmes offertes volontairement ou par tromperie. Ma lignée prospérerait à jamais. Aucun Montclerc ne mourrait de maladie, de pauvreté ou de violence. Notre nom traverserait les siècles. Alexandre ferma brusquement le livre, le souffle court. « C'est impossible. C'est de la folie. » « Et pourtant, » murmura Hélène, « combien de Montclerc sont morts de causes naturelles au cours des 3 derniers siècles? Combien ont péri de maladie ?» Alexandre réfléchit. Elle avait raison. Même leur propre père était mort à 82 ans, en parfaite santé jusqu'au dernier jour, simplement en s'endormant dans son fauteuil. Aucune maladie, aucune souffrance. Et avant lui, son père et le père de son père, tous morts paisiblement, à un âge avancé. « Mais à quel prix ?» souffla-t-il. « Combien de personnes ont été sacrifiées pour cette prétendue prospérité ?» Soudain, un bruit assourdissant retentit au-dessus d'eux. Des pas, des dizaines de pas, comme si une foule entière marchait maintenant dans le manoir. Les 2 héritiers levèrent les yeux vers le plafond voûté, pétrifiés. « Qu'est-ce que c'est ?» cria Hélène, terrifiée. Alexandre n'eut pas le temps de répondre. La lampe à huile vacilla, projetant des ombres folles sur les murs. Et dans ces ombres, ils les virent, des silhouettes, des dizaines de silhouettes humaines se dessinant sur les pierres comme des fantômes imprimés dans la matière même du manoir. « Les disparus !» murmura Alexandre, horrifié. « Ce sont eux, ils sont tous là, prisonniers dans les murs. » Les silhouettes semblaient se mouvoir, bouger, tendre les mains vers eux dans un geste suppliant.
Et une voix résonna alors dans la cave, non pas une voix unique, mais un chœur de voix entremêlées, anciennes et modernes, parlant toutes ensemble. « Libérez-nous, brisez le pacte, détruisez le manoir. » Hélène hurla et s'effondra contre son frère. Alexandre la soutint, le livre toujours serré dans sa main libre. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. « Comment » cria-t-il dans le vide. « Comment briser le pacte ?» Les voix se turent un instant, puis une seule parla, claire et distincte, celle de leur grand-oncle Édouard. Le sang qui a scellé doit rompre. Un Montclair doit renoncer. Ici, dans le cœur du manoir. Détruisez le symbole, brûlez le livre, mais sachez que celui qui rompt le pacte paiera le prix ultime. Alexandre comprit immédiatement. Si le pacte garantissait la prospérité et la longévité des Montclair, le briser signifierait la fin de cette protection. Peut-être même plus, peut-être la mort de celui qui oserait. « Je le ferai », déclara-t-il d'une voix ferme, malgré la terreur qui l'habitait. « Non !» Hélène se redressa brusquement. « Alexandre, tu ne peux pas. Cela te tuera. »« Peut-être, » admit-il. « Mais combien d'autres mourront si je ne fais rien ? Ce manoir continue de prendre des gens, Hélène. Il prendra encore. Peut-être même toi. Je ne peux pas vivre avec ça. » Il se tourna vers le mur gravé du symbole. Comment détruire ceci ? La voix de leur grand-oncle résonna une dernière fois. Le feu purifie tout. Brûle le livre sur l'autel. Les flammes feront le reste. Alexandre posa le livre sur la table de pierre devant le symbole. Il approcha la lampe à huile, la main tremblante. Hélène le saisit par le bras. « S'il te plaît, réfléchis encore. Il doit y avoir un autre moyen. » Alexandre la regarda avec une tendresse infinie. « Tu es ma petite sœur. Je t'ai toujours protégée. Laisse-moi te protéger une dernière fois. » Avant qu'elle puisse protester davantage, il renversa la lampe à huile sur le livre. Les flammes jaillirent instantanément, dévorant le cuir ancien avec une voracité surnaturelle. Le feu se propagea aux symboles gravés dans le mur, traçant chaque ligne comme si elles étaient imprégnées d'huile. Un hurlement déchira l'air, un hurlement qui semblait provenir du manoir lui-même. Les murs tremblèrent, des fissures apparurent dans la pierre. La cave entière commença à s'effondrer. « Cours !» cria Alexandre en poussant Hélène vers l'escalier. Ils se précipitèrent vers la sortie, tandis que des blocs de pierre s'écrasaient autour d'eux. Derrière eux, les voix des disparus s'élevèrent dans un ultime cri de libération avant de se taire à jamais. Ils émergèrent dans le hall principal, haletants. Madame Berger était là, pétrifiée de terreur. « Qu'avez-vous fait ?» hurla-t-elle. « Le manoir se détruit !»« Exactement ce qu'il fallait faire », répondit Alexandre en saisissant les deux femmes par la main. « Sortez, maintenant !» Ils coururent vers la porte principale. Le sol se fissurait sous leurs pieds. Les portraits de famille tombèrent des murs. Le grand escalier de marbre se désintégrait. Le manoir Valbonne s'effondrait sur lui-même. Ils franchirent le seuil juste au moment où un pan entier de la façade s'écroulait derrière eux. Ils coururent jusqu'à la grille d'entrée, se retournant juste à temps pour voir l'impossible. Le manoir entier s'enfonçait lentement dans le sol, comme aspiré par la terre elle-même. Un dernier hurlement, inhumain, déchirant, s'éleva dans l'air du soir. Puis, soudainement, tout s'arrêta. À la place du majestueux manoir Valbonne ne restait plus qu'un cratère fumant, entouré de décombres. 3 siècles d'histoire, de secrets et d'horreurs venaient de disparaître en quelques minutes. Alexandre tomba à genoux, épuisé. Hélène s'effondra à côté de lui, en larmes. Madame Berger, elle, regardait les ruines avec un mélange de terreur et de soulagement. « C'est fini », murmura Alexandre, « le pacte est rompu. » Mais en disant ces mots, il sentit quelque chose changer en lui. Une douleur sourde se répandit dans sa poitrine. Il porta la main à son cœur, grimaçant. « Alexandre !» Hélène remarqua immédiatement son malaise. « Alexandre, que se passe-t-il » Il tenta de sourire, mais la douleur s'intensifiait. « Le prix... Je crois que je paie le prix. »« Non !» hurla Hélène. « Non, tu ne peux pas mourir. Pas après tout ça. » Mais Alexandre sentait ses forces l'abandonner. Son grand-oncle avait raison. Briser le pacte exigeait un sacrifice, le sang d'un Montclair.
Écoute-moi, dit-il d'une voix faible, en serrant la main de sa sœur. Tu es libre maintenant. La malédiction est brisée. Tu pourras vivre ta vie sans ce fardeau. C'est tout ce qui compte. Alexandre, s'il te plaît, sanglotait Hélène. Mais les yeux d'Alexandre se fermaient déjà. La dernière chose qu'il vit fut le ciel étoilé de Provence, pur et dégagé, comme lavé de tout le mal qui avait pesé sur ces lieux pendant 300 ans. Et alors que sa conscience s'éteignait, il entendit une dernière fois les voix des disparus, libérés enfin, murmurant dans le vent « Merci, Mom ». Hélène ne se souvenait pas comment elle était arrivée au village. Tout était flou après l'effondrement d'Alexandre dans ses bras. Madame Berger avait dû aller chercher de l'aide, car soudainement, il y avait eu des villageois autour d'eux, des torches, des voix inquiètes. On avait transporté Alexandre sur une civière de fortune jusqu'à la maison du médecin de Valbonne, un certain docteur Roussel. 3 jours avaient passé depuis. 3 jours où Alexandre avait oscillé entre la vie et la mort, brûlant de fièvre, délirant, appelant des noms que personne ne connaissait, les noms des disparus, réalisa Hélène avec effroi, comme s'il portait maintenant en lui toutes les âmes qui avaient été piégées dans le manoir. Le docteur Roussel ne comprenait pas ce qui se passait. Son cœur est faible, très faible, comme s'il avait vieilli de 50 ans en une nuit. Mais il n'y a aucune maladie identifiable. C'est inexplicable. Hélène veillait son frère jour et nuit, refusant de quitter son chevet. Elle lui tenait la main, lui parlait, lui rappelait tous leurs souvenirs d'enfance à Paris, leur mère qui leur racontait des histoires, leur père qui les emmenait aux Tuileries le dimanche. Elle refusait de le laisser partir. Le 4e jour, enfin, la fièvre tomba. Alexandre ouvrit les yeux, il était d'une pâleur mortelle, amaigri mais vivant, vivant. « Hélène », murmura-t-il d'une voix rauque, « tu es là ». Elle éclata en sanglots, serrant sa main avec force. « Espèce d'idiot, tu m'as terrifié, j'ai cru que tu allais mourir. » Un faible sourire apparut sur les lèvres d'Alexandre. « Moi aussi. Mais apparemment le prix n'était pas ma mort, juste une partie de ma vie. Je peux la sentir, Hélène, des années qui m'ont été arrachées. » Le docteur Roussel entra à ce moment, surpris de trouver son patient conscient. Après un examen rapide, il secoua la tête, perplexe. « Monsieur de Montclair, votre état s'est stabilisé, mais je dois vous avertir. Votre cœur reste fragile. Vous devrez éviter tout effort physique intense. » Et il hésita. « Vous semblez avoir vieilli prématurément. Je ne peux l'expliquer médicalement. » Alexandre hocha la tête faiblement. « Je comprends, docteur. Merci pour vos soins. » Une fois seule, Hélène raconta à son frère ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient. Le village entier était en émoi. L'effondrement spectaculaire du manoir Valbonne avait été vu à des kilomètres à la ronde. Certains parlaient d'un tremblement de terre localisé, d'autres, plus superstitieux, murmuraient que la malédiction avait enfin été levée. « Madame Berger ?» demanda Alexandre. « Elle est partie !» répondit Hélène. « Le lendemain de l'effondrement, elle a dit qu'elle ne pouvait plus rester ici. Elle m'a laissé une lettre pour toi. » Hélène sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à son frère. Alexandre l'ouvrit avec difficulté, ses mains tremblant encore de faiblesse. L'écriture de Madame Berger était nette et précise. « Monsieur de Montclair, vous avez fait ce que votre grand-oncle n'a pas eu le courage d'accomplir. Vous avez brisé le pacte qui a souillé votre famille pendant 3 siècles. Pour cela, vous avez ma reconnaissance éternelle. Je dois vous avouer quelque chose que j'ai tu jusqu'à présent. Mon vrai nom n'est pas Berger. Je suis né Marguerite Valois. Mon arrière-grand-mère était l'une des premières personnes à avoir disparu dans ce manoir, en 1732. Elle s'appelait Louise Valois. Elle avait 20 ans et venait d'être embauchée comme gouvernante chez les Montclair. Pendant plus d'1 siècle, ma famille a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé. Quand j'ai appris que votre grand-oncle cherchait une gouvernante, je me suis présenté sous un faux nom. Je voulais la vérité, et je l'ai obtenue, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sachez que les âmes piégées dans le manoir sont désormais libres. Je l'ai senti au moment de l'effondrement. Mon arrière-grand-mère peut enfin reposer en paix.
Vous avez payé un prix terrible pour cette libération, mais vous avez sauvé d'innombrables vies futures. Ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous garde, Marguerite Valois. » Alexandre replia la lettre lentement, les larmes aux yeux. Tant de vies brisées, tant de familles détruites, et tout cela pour la prospérité d'une seule lignée. « Alexandre, » dit doucement Hélène, « qu'allons-nous faire maintenant ?» Il regarda sa sœur. Elle avait maigri. Des cernes sombres sous les yeux trahissaient les nuits sans sommeil. Mais il y avait aussi une force nouvelle en elle. Quelque chose avait changé durant cette épreuve. « Nous allons rentrer à Paris, » répondit-il. « Nous allons vendre tous les biens de la famille, les propriétés, les investissements, tout. Et nous utiliserons cet argent pour aider les familles des disparus, toutes celles que nous pourrons retrouver. » Hélène sourit à travers ses larmes. « C'est une bonne idée. Et puis, » continua Alexandre, « nous allons nous assurer que l'histoire du manoir Valbonne ne soit jamais oubliée. Pas les légendes, pas les rumeurs. La vérité, ce que notre famille a fait, ce que le pacte a coûté. Les gens doivent savoir. » Dans les semaines qui suivirent, Alexandre récupéra lentement ses forces. Bien que le docteur Roussel eût raison, il ne serait plus jamais le même. Il avait vieilli prématurément, son cœur restait fragile. Et parfois, la nuit, il entendait encore les voix des disparus dans ses rêves, non plus suppliantes, mais reconnaissantes. Les autorités locales avaient mené une enquête sur l'effondrement du manoir. Le rapport officiel conclut à un affaissement du terrain dû à des galeries souterraines instables. Personne ne mentionna les événements surnaturels. Personne ne parla du pacte. C'était mieux ainsi. Un matin, alors qu'Alexandre était enfin assez fort pour marcher, Hélène et lui retournèrent sur le site de l'ancien manoir. Le cratère avait été partiellement comblé par les autorités pour des raisons de sécurité, mais on pouvait encore voir les fondations détruites, les derniers vestiges d'une ère révolue. Des fleurs sauvages avaient commencé à pousser autour des ruines. La nature reprenait ses droits, effaçant lentement les traces du mal qui avait régné ici. « Regarde » dit Hélène en pointant quelque chose. Au milieu des décombres, quelqu'un avait planté une simple croix en bois. Et dessus, une inscription gravée à la main, à la mémoire de tous ceux qui ont disparu, que leurs âmes reposent enfin en paix. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Qui a fait ça? Les villageois, probablement, répondit Hélène. Madame Berger, Marguerite, leur a peut-être raconté la vérité avant de partir. Ils restèrent là un long moment, en silence, contemplant les ruines. Le vent soufflait doucement à travers les cyprès, portant avec lui l'odeur de la lavande et du romarin. La nature était paisible, sereine, comme si le poids de 3 siècles de mal avait enfin été levé. « Crois-tu que grand-oncle Édouard savait ?» demanda soudain Hélène. « Qu'il faudrait un sacrifice pour briser le pacte ?» Alexandre hocha la tête. « Je pense qu'il le savait. C'est pour ça qu'il n'a pas osé aller jusqu'au bout. Il était trop vieux, trop fatigué. Il savait que ça le tuerait. Mais toi, tu l'as fait quand même. Je n'avais pas le choix, » répondit simplement Alexandre. « Comment aurais-je pu vivre en sachant que d'autres mourraient à cause du pacte de notre ancêtre ?» Hélène serra la main de son frère. « Tu es quelqu'un de bien, Alexandre. Papa aurait été fier de toi. »« Papa !» murmura Alexandre avec amertume. « Papa qui a profité toute sa vie de la prospérité du pacte sans jamais se demander d'où elle venait, comme tous nos ancêtres avant lui. Mais cela s'arrête avec nous, » dit fermement Hélène. « Le nom des Montclair ne sera plus associé à cette horreur. Nous nous assurerons qu'il soit associé à la réparation, à la justice. » Alexandre sourit faiblement. « Tu as raison, c'est le moins que nous puissions faire. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Alexandre remarqua quelque chose qui brillait parmi les décombres. Il s'approcha et se baissa pour ramasser l'objet. C'était un fragment de métal tordu, noirci par les flammes, une partie du coffre en fer. Il le tourna dans sa main, pensif. « Un souvenir, » dit-il, « pour ne jamais oublier. » De retour au village, ils firent leurs préparatifs pour le retour à Paris. Le notaire de famille avait été convoqué pour régler les questions d'héritage.
La fortune des Moncler était considérable. Propriété, investissement, œuvres d'art, des siècles d'accumulation de richesses. « Je veux que tout soit liquidé », annonça Alexandre au notaire, un homme âgé nommé Maître Durand qui avait servi la famille pendant 40 ans. « Tout, et les fonds seront distribués aux œuvres de charité et aux familles des victimes. » Maître Durand faillit s'étouffer. « Mais, monsieur de Moncler, c'est une fortune colossale. Vous ne pouvez pas simplement la dilapider. Votre lignée... » « Ma lignée se termine avec moi, » répondit froidement Alexandre. « Je n'aurai pas d'enfant. Je ne transmettrai pas ce fardeau à une nouvelle génération. Et Hélène est d'accord avec cette décision. » Le notaire se tourna vers Hélène, espérant trouver chez elle une once de raison, mais elle hocha la tête fermement. « Mon frère a raison. Cet argent est souillé. Il a été gagné au prix de vies innocentes. Nous devons réparer autant que possible. » Maître Durand soupira défait. « Très bien, si telle est votre volonté. Mais sachez que cela prendra du temps. Des mois, peut-être des années. Nous avons le temps, » répondit Alexandre. Cette nuit-là, dans leur chambre d'auberge, Alexandre fit un rêve. Il se trouvait de nouveau dans le hall du manoir Valbonne, mais cette fois, le manoir était baigné de lumière. Les portraits de famille avaient disparu. Les murs étaient blancs, purs, et devant lui se tenaient des dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants de toutes les époques. Les disparus, ils ne disaient rien. Ils souriaient simplement, et un par un, ils se dissolvaient dans la lumière, disparaissant paisiblement. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule silhouette, son grand-oncle Édouard. « Tu as réussi là où j'ai échoué, » dit le vieil homme. « Tu as été plus courageux que moi, plus fort. Vous avez préparé le terrain, » répondit Alexandre. « Sans vos recherches, je n'aurais jamais su quoi faire. » Édouard sourit tristement. « Peut-être, mais j'aurais dû agir de mon vivant. J'ai été lâche. »« Vous étiez seul, » dit Alexandre avec compassion. « Moi, j'avais Hélène. » Le fantôme d'Édouard hocha la tête. « Prends soin de ta sœur, et prends soin de toi. Tu as payé un lourd tribut. »« Ça en valait la peine. »« Oui, » acquiesça Édouard, « ça en valait la peine. » Et avec ces mots, il se dissipa à son tour dans la lumière. Alexandre se réveilla en sursaut, couvert de sueur, mais il se sentait différent, plus léger, comme si un poids invisible avait été définitivement levé de ses épaules. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. L'aube se levait sur Valbonne. Un nouveau jour commençait, un jour sans malédiction, sans pacte, sans ombre du passé. Pour la première fois depuis leur arrivée dans ce village, Alexandre de Moncler se sentit en paix. 2 ans s'étaient écoulés depuis la destruction du manoir Valbonne. 2 ans de travail acharné, de recherche minutieuse, de réparation morale et financière. Alexandre et Hélène avaient tenu parole. La fortune des Moncler avait été entièrement redistribuée. Ils avaient retrouvé 53 familles de victimes, certaines remontant à plusieurs générations, conservant encore la mémoire d'un ancêtre disparu mystérieusement dans le manoir maudit. À chacune, ils avaient versé une compensation substantielle et présenté des excuses officielles au nom de leur lignée. Le reste de l'argent avait été donné à des orphelinats, des hôpitaux, des écoles dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partout où l'argent souillé des Moncler pouvait maintenant servir à faire du bien. La presse s'était emparée de l'affaire. Les journaux parisiens avaient publié des articles sensationnels sur la malédiction des Moncler et le manoir de l'horreur. Mais Alexandre et Hélène n'avaient donné qu'une seule interview à un journaliste sérieux du Figaro où ils avaient raconté la vérité complète. Sans embellissement, sans dramatisation, juste les faits. L'article avait fait grand bruit. Certains les avaient traités de fous, d'autres avaient salué leur courage. Mais une chose était certaine, le nom des Moncler ne serait plus jamais associé à la prospérité et au prestige. Il serait désormais lié à la rédemption. En ce matin d'octobre 1906, Alexandre et Hélène se tenaient une dernière fois devant le site de l'ancien manoir. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Une 50aine de personnes les accompagnaient, descendants des victimes, villageois de Valbonne, représentant des œuvres de charité qu'ils avaient soutenues.
Un monument avait été érigé sur les ruines. Une stèle en marbre blanc portant les noms de tous les disparus identifiés, ainsi qu'une inscription simple à la mémoire de tous ceux qui ont péri dans le manoir Valbonne entre 1654 et 1904, que leurs sacrifices involontaires ne soient jamais oubliés, que leur libération soit un rappel éternel. Aucune richesse ne justifie de sacrifier une vie humaine. Le maire de Valbonne, un homme corpulent à la moustache grisonnante, prit la parole devant l'Assemblée. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer ce monument et fermer définitivement un chapitre sombre de notre histoire. Alexandre et Hélène de Montclair ont fait preuve d'un courage et d'une intégrité exceptionnelle en choisissant la vérité plutôt que le confort du déni. Ils ont payé un prix personnel élevé pour libérer les âmes piégées et mettre fin à une tradition maudite. » Il se tourna vers les deux héritiers. « Au nom de la commune de Valbonne et de toutes les familles touchées, je vous dis merci. » Des applaudissements chaleureux s'élevèrent. Alexandre, visiblement ému, s'avança pour prendre la parole. Il avait vieilli prématurément. Ses cheveux commençaient à grisonner aux tempes, des rides profondes marquaient son visage. Il avait l'air d'un homme de 45 ans alors qu'il n'en avait que 30. Le prix du sacrifice. « Je ne mérite pas vos remerciements, » commença-t-il d'une voix ferme. « Ma famille a causé des souffrances inimaginables pendant 3 siècles. Des vies ont été brisées pour alimenter notre prospérité. Aucune excuse, aucune réparation financière ne pourra jamais compenser cela. » Il marqua une pause, regardant les visages assemblés. « Mais j'espère que ce monument servira d'avertissement pour les générations futures. L'histoire de ma famille nous enseigne une leçon terrible. Lorsque nous fermons les yeux sur l'origine de notre richesse, lorsque nous refusons de questionner les fondements de notre succès, nous devenons complices du mal. » Hélène s'avança à son tour. Elle avait elle aussi changé, non pas physiquement comme son frère, mais dans son regard. Il y avait une maturité nouvelle, une profondeur qui n'existait pas 2 ans plus tôt. « Mon frère et moi avons décidé de ne pas avoir d'enfants, » annonça-t-elle, provoquant des murmures surpris dans l'assemblée. « Nous sommes les derniers Montclair. Avec nous, cette lignée s'éteindra, et c'est pour le mieux. Certains héritages ne méritent pas d'être transmis. » Elle prit la main d'Alexandre. « Mais nous espérons laisser un autre héritage, celui de la responsabilité, celui du courage de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, celui de la réparation, même quand elle coûte tout ce que nous possédons. » Des larmes coulaient sur les joues de nombreuses personnes présentes. Une femme âgée s'avança lentement vers eux. C'était Marguerite Valois, l'ancienne Madame Berger. Elle était revenue spécialement pour cette cérémonie. « Monsieur et Mademoiselle de Montclair, dit-elle d'une voix émue, ma famille vous doit une dette éternelle. Mon arrière-grand-mère Louise peut enfin reposer en paix. Et moi, je peux enfin tourner la page après des décennies de recherche et de douleur. » Elle les serra dans ses bras et ce geste simple déclencha une vague d'émotion dans l'assemblée. D'autres descendants de victimes s'approchèrent, serrant la main des héritiers, les remerciant, pleurant avec eux. Un homme d'une 40aine d'années, aux traits marqués, s'avança à son tour. « Mon grand-père était François Dubois, le jardinier qui a disparu en 1903. Ma grand-mère n'a jamais pu faire son deuil. Elle est morte en 1905, le cœur brisé, sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. Grâce à vous, je peux enfin honorer sa mémoire. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Je suis profondément désolé pour ce que ma famille a fait subir à la vôtre. » L'homme secoua la tête. « Ce n'était pas votre faute. Vous avez hérité d'un fardeau terrible et vous avez eu le courage de le briser. C'est tout ce qui compte. » La cérémonie se poursuivit avec le dépôt de fleurs au pied du monument. Chaque famille présente déposa une rose blanche, symbole de paix et de mémoire. Bientôt, le monument fut recouvert d'un tapis de fleurs blanches qui ondulait doucement dans la brise automnale. Un prêtre local, le père Michel, récita une prière pour le repos des âmes disparues. Sa voix grave résonnait dans le silence respectueux de l'assemblée. « Seigneur, accueille en ton sein ces âmes qui ont souffert dans l'ombre, qu'elles trouvent enfin la paix qu'on leur a refusée de leur vivant,
et bénis ceux qui ont eu le courage de briser les chaînes du passé, même au prix de grands sacrifices. Amen. Amen, répéta l'assemblée. Après la cérémonie officielle, un repas communal fut organisé dans la salle des fêtes du village. Pour la première fois depuis des générations, les habitants de Valbonne célébraient sans la peur sourde qui avait pesé sur leur communauté. Le manoir Valbonne n'était plus. Les disparitions avaient cessé. La vie pouvait reprendre son cours normal. Alexandre et Hélène se retrouvèrent assis à une table avec Marguerite Valois et quelques descendants de victimes. La conversation était étrangement légère, presque joyeuse. On partageait des souvenirs, on parlait d'avenir, on riait même parfois. « Alors, que comptez-vous faire maintenant » demanda Marguerite. « Retourner à Paris ?» Alexandre échangea un regard avec sa sœur. Ils en avaient longuement discuté ces derniers mois. « Non », répondit-il. « Paris représente trop le passé de notre famille. La vie mondaine, les salons, les apparences. Nous voulons recommencer ailleurs, sous une autre identité. Nous partons pour la Bretagne, » ajouta Hélène avec un sourire. Alexandre a trouvé une petite maison près de Saint-Malo. Face à la mer, nous allons y vivre simplement, discrètement. Marguerite hocha la tête avec approbation. C'est sage. Vous avez besoin de paix après tout ce que vous avez traversé. Et vous ? Demanda Alexandre. Qu'allez-vous faire maintenant que votre quête est terminée ? Marguerite regarda par la fenêtre, pensive. Je vais rentrer chez moi, à Lyon, retrouver ma fille et mes petits-enfants, et je vais leur raconter l'histoire vraie de Louise Valois. Pas la version mystérieuse et effrayante que j'ai entendue enfant, mais la vérité. Comment elle a été victime d'un pacte terrible et comment, 2 siècles plus tard, elle a enfin été libérée. C'est important, dit doucement Hélène, que les histoires soient racontées, la vraie histoire. La soirée se poursuivit dans une atmosphère douce amère. Il y avait de la tristesse, certes, pour toutes ces vies perdues. Mais il y avait aussi un soulagement palpable, une sensation de libération collective. Alors que la nuit tombait, Alexandre sortit prendre l'air. Il s'éloigna du village et marcha jusqu'à une colline d'où on pouvait voir le site de l'ancien manoir. À la lumière de la lune, le monument blanc brillait doucement, tel un phare dans l'obscurité. Hélène le rejoignit quelques minutes plus tard, enroulant son châle autour de ses épaules contre la fraîcheur d'octobre. « Tu ne regrettes rien ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre réfléchit longuement avant de répondre. « Regretter ? Non. Mais je me demande parfois si nous aurions pu faire autrement, si notre grand-oncle avait agi plus tôt, si nos ancêtres avaient eu le courage de refuser le pacte dès le début. Combien de vies auraient été sauvées ? Tu ne peux pas porter le poids de 3 siècles de mauvaises décisions, dit Hélène fermement. Tu as fait ce que tu pouvais, ce que tu devais. J'ai l'impression d'avoir vieilli de 20 ans, murmura Alexandre en touchant ses cheveux grisonnants. Peut-être en apparence, répondit sa sœur. Mais tu es vivant, nous sommes vivants, et nous sommes libres. Alexandre sourit faiblement. Libre, quel mot étrange après toutes ces années sous le poids de l'héritage familial. Et quel mot magnifique, ajouta Hélène. Ils restèrent là un long moment, contemplant le paysage nocturne. Au loin, les lumières du village scintillaient comme des lucioles. La vie continuait, normale, paisible. C'était tout ce qu'ils avaient voulu accomplir. « Tu sais ce qui m'étonne le plus ?» dit soudain Alexandre. « C'est à quel point tout semble ordinaire maintenant, comme si le manoir n'avait jamais existé, comme si 300 ans d'horreur pouvaient simplement s'effacer. » Hélène secoua la tête. « Ils ne s'effacent pas, ils sont transformés. La mémoire reste, mais la malédiction est partie. C'est ça, la vraie libération. » Un hibou ulula dans un arbre proche. Le vent murmurait à travers les cyprès. Des sons normaux, naturels, dépourvus de toute menace. « Je pense encore à eux, » confessa Alexandre. « Les disparus, leurs visages dans les ombres du manoir, leurs voix suppliant d'être libérées. Parfois, la nuit, je les entends encore. Moi aussi, admit Hélène. Mais maintenant, quand je les entends, ce ne sont plus des cris de détresse.
Ce sont des murmures de gratitude. Alexandre prit la main de sa sœur. « Nous avons fait ce qu'il fallait. »« Oui, » acquiesça-t-elle. « Nous avons fait ce qu'il fallait. » Le lendemain matin, Alexandre et Hélène quittèrent Valbonne pour la dernière fois. Leur fiacre traversa lentement le village endormi, passant devant des maisons où des familles dormaient paisiblement, sans crainte, sans la menace sourde qui avait pesé sur eux pendant des générations. À la gare, alors qu'ils attendaient le train pour Paris, d'où ils prendraient ensuite la correspondance pour la Bretagne, un jeune garçon s'approcha timidement d'eux. Il devait avoir une dizaine d'années, les cheveux ébouriffés, les yeux brillants de curiosité. « Monsieur, mademoiselle, dit-il poliment, c'est vrai que vous avez détruit le manoir hanté ?» Alexandre s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Le manoir n'était pas hanté, mon garçon. C'était juste un endroit où de mauvaises choses se sont passées pendant très longtemps. Mais maintenant, c'est fini ?» demanda l'enfant avec espoir. « Plus personne ne va disparaître ?»« Non, » répondit fermement Alexandre. « Plus personne ne disparaîtra. Le manoir est parti. Et avec lui, tout le mal qu'il contenait. » Le garçon sourit, soulagé. « C'est bien, parce que ma grand-mère me racontait toujours des histoires terribles sur ce manoir. Elle disait qu'il fallait ne jamais s'en approcher, que c'était maudit. Ta grand-mère était sage, intervint Hélène, mais maintenant tu peux jouer dans les collines sans avoir peur. »« Merci, monsieur et mademoiselle, » s'exclama joyeusement le garçon avant de courir rejoindre sa mère qui l'attendait de l'autre côté du quai. Alexandre se redressa, ému. « Tu vois, c'est pour des enfants comme lui que nous l'avons fait, pour qu'ils grandissent sans cette ombre planant sur leur vie. » Le train arriva dans un nuage de vapeur et de sifflets. Alexandre et Hélène montèrent dans un wagon de première classe, l'un des derniers vestiges de leur ancienne vie privilégiée qu'ils s'étaient permis pour ce dernier voyage. Alors que le train s'ébranlait et que Valbonne commençait à disparaître dans la distance, Alexandre sortit de sa poche l'objet qu'il avait récupéré dans les décombres du manoir, le fragment de métal tordu du coffre maudit. Il le regarda longuement, pensif. Puis d'un geste décidé, il ouvrit la fenêtre du wagon et le jeta dehors. Le morceau de métal rebondit sur les rails et disparut dans les broussailles. « Plus aucune relique, » dit-il simplement. « Plus aucun souvenir physique, juste la mémoire et les leçons apprises. » Hélène approuva d'un hochement de tête. « Un nouveau départ, un nouveau départ, » répéta Alexandre. Le train filait maintenant à travers la campagne provençale, laissant derrière lui les collines de Valbonne, le village, les ruines du manoir, et avec eux, 3 siècles d'histoire sombre et tragique. Devant eux s'étendait l'avenir, incertain, peut-être moins confortable que leur vie passée, mais libre, libre du poids de l'héritage maudit, libre de choisir leur propre voie. Alexandre regarda sa sœur. Elle contemplait le paysage qui défilait, un léger sourire aux lèvres. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, malgré les horreurs qu'ils avaient découvertes, malgré le prix qu'ils avaient payé, elle semblait en paix. Et lui aussi, réalisa-t-il, ressentait cette paix. Une paix durement gagnée, certes, mais réelle. « Hélène, » dit-il doucement. « Oui, merci d'avoir été là. À chaque instant, je n'aurais jamais pu faire ça seule. » Elle lui prit la main et la serra affectueusement. « Nous sommes une famille, Alexandre. Une vraie famille. Pas une lignée définie par un nom et un héritage, mais 2 personnes qui se soutiennent, qui font ce qui est juste, qui se battent pour ce en quoi elles croient. Une vraie famille, » répéta Alexandre avec un sourire. « J'aime cette définition. » Le train poursuivit sa route vers le nord, emportant les 2 derniers Montclair vers leur nouvelle vie. Derrière eux, dans les collines de Valbonne, le monument blanc continuait de veiller sur la mémoire des disparus. Un rappel éternel que certains secrets doivent être révélés, certaines malédictions doivent être brisées, et certains héritages ne méritent pas d'être perpétués. Et dans la douce lumière de l'automne français, les fantômes du manoir Valbonne reposaient enfin en paix. En 1916, en pleine Grande Guerre, un jeune soldat américain stationné dans le sud de la France entendit parler d'une étrange histoire locale. Celle d'un manoir qui s'était effondré sur lui-même en 1904
et de 2 héritiers nobles qui avaient sacrifié leur fortune pour réparer les erreurs de leurs ancêtres. Intrigué, il se rendit à Valbonne pendant une permission. Là, il rencontra des villageois qui se souvenaient encore d'Alexandre et Hélène de Montclair, avec un mélange de respect et d'admiration. Ils étaient différents des autres nobles, lui raconta une vieille femme assise devant sa maison. Ils ont choisi la vérité plutôt que le confort, le bien plutôt que la richesse. Ce sont de vrais héros, même si l'histoire ne retiendra jamais leur nom. Le soldat, qui était aussi écrivain amateur, nota cette histoire dans son carnet. Il ne la publia jamais. D'autres horreurs occupèrent bientôt son esprit avec la guerre, mais il la raconta à ses enfants qui la racontèrent aux leurs. Et ainsi, l'histoire du manoir Valbonne survécut. Non pas comme une légende de fantômes et de malédictions, mais comme un récit de courage, de sacrifice et de rédemption. Car ce ne sont pas les fantômes qui hantent les vivants, mais les vérités non dites, les choix non faits, et les erreurs que l'on refuse de réparer. Cette histoire s'inspire de faits réels concernant certaines propriétés françaises du XIXe siècle où des disparitions inexpliquées furent documentées. Bien que le manoir Valbonne et la famille Montclair soient fictifs, le message de rédemption, de vérité et de courage face aux erreurs du passé reste universel. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires d'où vous l'avez écoutée. Et abonnez-vous pour d'autres récits vrais qui marquent les esprits. À bientôt.